non pas, selon la phrase paresseuse, que l'histoire se répète, elle ne se répète pas, mais en revanche, l'homme est toujours le même, comme disait Tocqueville, l'histoire c'est beaucoup de copies et peu d'originaux, et surtout les situations se répètent, les situations concordent, les situations nous rapprochent de nos ancêtres, et c'est là qu'est intéressant le jugement, c'est là qu'est intéressant de savoir ce qu'ils ont fait. Merci à tous. Messieurs, en avant. Voilà. Alors, est-ce que d'abord vous m'entendez correctement? Parfait. Oui ou non? J'ai des retours contrastés qui m'amènent à penser que ceux qui répondent non, est-ce que le niveau sonore est bon là? Ça va mieux? Encore un tout petit peu, si c'est possible. Voilà. D'autant que comme M. Zemmour parle nettement plus vite et nettement moins fort que moi, il vaut mieux que ce soit tout de suite bien dosé. D'abord, on est très heureux de vous accueillir. Et vous êtes chez vous, et Eric est ici chez lui. Parce que nous sommes dans une maison où je veux que le débat soit libre et ouvert. Les Républicains veulent qu'on réfléchisse. On a besoin de se questionner sur où va notre pays, sur les difficultés auxquelles il est confronté, sur les espoirs qui peuvent être les siens. Et Guillaume Larrivé a fait un immense travail, je l'en remercie, pour faire en sorte que ces rendez-vous soient ouverts à des intellectuels qui font du bien à notre pays. Parce que, comme le disait Montaigne, il frotte la cervelle. Et on a besoin de se frotter la cervelle. Pour être plus précis encore, on a besoin que ce rendez-vous soit ouvert à des personnalités qui secouent cette espèce de gang, de pensée toute prête, avec laquelle on organise ce que Michel Houellebecq appelle la soumission, c'est-à-dire petit à petit la démission des idées, le fait qu'on ne voit plus ce qu'on voit, qu'on ne dit plus ce qui nous scandalise parfois, et qu'on renonce tout simplement à débattre ensemble de ce qu'on souhaite pour notre pays. La personne qui est à côté de moi est une figure libre. Et je suis heureux qu'il soit ainsi. Parce que c'est un être auquel on ne dit pas ses idées et qu'on n'intimide pas. Éric, au-delà de nos différences, et nous en avons, nous ne sommes pas d'accord sur tout, il n'est pas d'accord avec tout ce que je pense, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il pense, mais il fait partie de ceux qui ont contribué à ouvrir les yeux de la France sur ce qui était en train de se passer. Et notamment sur les dérives du communautarisme, le danger de l'intégrisme, l'effritement petit à petit de notre roman national. Ce livre que j'ai ici est un immense travail. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Éric avant qu'il se lance dans cette entreprise colossale, qui m'a raconté d'ailleurs au tout début. C'est un immense travail d'archives, de recherche, de réflexion, de mise à distance de quoi? De ce qu'est l'histoire de France. Ce que Éric revisite, c'est l'histoire du grand roman national. Et quand vous lisez ce livre, ce qui fait d'abord plaisir, c'est de retrouver l'histoire de France telle qu'on l'enseignait. Cette histoire de France qui était transmise à nos enfants comme un legs précieux avec de grandes figures. C'est ce qu'Éric restitue. Vous croiserez Vercingétorix, vous croiserez Clovis, vous croiserez la figure évidemment de Napoléon Bonaparte ou de De Gaulle, mais vous croiserez aussi des gens moins connus, que j'avais même parfois moi oubliés, Nogaret, Maupeou. Des figures aussi qui sont revisitées pour le rôle triste qu'elles ont eu dans l'héritage de notre pays. Talleyrand, Madame de Staël, Voltaire même, qui est analysé avec un regard différent. La figure de François Ier, qui était pourtant un roi que moi j'aimais beaucoup, mais dont Éric souligne avec justesse qu'il a eu aussi certains travers. Que fait Éric avec cela? Il restitue aussi ce qu'est son parcours à lui, d'un enfant issu d'une famille juive, et qui a profondément chéri et aimé dès sa tendre enfance
les valeurs de la culture républicaine. Le parcours d'une intégration et d'un choix profond porté charnellement de son amour de la France. Ce que j'aime au fond dans ce que Éric nous raconte, c'est qu'il nous raconte deux choses. D'abord, il nous dit que notre nation est une nation exceptionnelle, qui a eu un destin exceptionnel, qui a un parcours qui s'est imposé dans le grand combat des grandes puissances, à la fois en Europe et dans le monde, qui auraient pu connaître un autre destin, être soumises au joug de l'Espagne, comme Éric le rappelle, qui auraient pu ne pas être capables de faufiler ce grand affrontement pluriséculaire avec l'Angleterre, qui se prolonge encore aujourd'hui dans les batailles de la mondialisation, que le destin de la France est exceptionnel, et qu'il mérite autre chose qu'un travail de contrition, dans lequel on ne cesse de s'excuser de ce qu'est l'histoire de France, qui mérite un travail de fierté. C'est la première leçon que nous rappelle Éric. Vous voulez que notre pays rayonne, il doit être fier de lui et fier de son histoire. C'est la première chose que Éric nous apprend à travers ce livre. Et la deuxième chose qu'il nous apprend, c'est que la France n'a été grande que quand elle assumait les valeurs qui étaient les siennes, que quand elle assumait ce qu'elle était. Et qu'à intervalles réguliers dans notre histoire, il y a cet affrontement qu'Éric explique parfaitement entre ceux qui ont misé sur la déconstruction du pays, la haine de la France, des gens qui petit à petit ont tourné le refus de ce qu'était notre pays, ont contribué à le désagréger dans une espèce de projection plus ou moins universaliste dans laquelle on a oublié nos racines, notre culture, notre identité. Et de l'autre côté, les grandes figures, à l'image de Richelieu, qui ont tenu fermement le cap et n'ont jamais abdiqué sur le fait que la France n'était jamais aussi grande que quand elle assumait son identité, ce qu'était sa culture et ses valeurs. C'est pour moi la plus belle des leçons que nous apporte Éric Zemmour à travers cet ouvrage. C'est une formidable invitation au débat. Nous ne serons pas d'accord avec tout, mais au moins voilà quelqu'un qui secoue la poussière. Et je voudrais finir avec quelque chose. Éric a d'admirables citations. Moi, il y en a une que j'aime et qui est évidemment un écho pour toi, c'est celle de Simone Weil, la philosophe, qui rappelait quelque chose. Il faut donner quelque chose à aimer. Et ce quelque chose, ce doit être la France. Voilà ce que fait Éric. Merci à lui. Merci. Bon, maintenant qu'il a tout dit, ce qu'il y avait dans mon livre, je vais pouvoir raconter quelques babioles. D'abord, bonsoir à vous tous. Merci d'être aussi nombreux, d'être aussi chaleureux. Merci à Laurent Wauquiez de me recevoir dans ses murs. Merci à Guillaume Larrivé d'avoir organisé tout ça. Merci à vous tous d'être venus là. J'en vois beaucoup debout. Merci à vous. Je suis très touché de cet accueil chaleureux et je vais essayer de ne pas faire démentir le vibrant éloge qu'a fait de moi Laurent Wauquiez. En fait, si j'ai bien compris ma feuille de route de ce soir, je vous propose de vous expliquer pendant 15-20 minutes pourquoi j'ai écrit ce livre, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé, et ensuite je répondrai volontiers à vos questions, soit sur l'histoire, soit sur le livre, soit sur l'actualité, pour essayer de, comme je le fais déjà dans le livre, de rattraper, de raccorder, de comprendre aujourd'hui par hier et hier par aujourd'hui, car je pense que non pas selon la phrase paresseuse que l'histoire se répète, elle ne se répète pas, mais en revanche, l'homme est toujours le même, comme disait Tocqueville, l'histoire c'est beaucoup de copies et peu d'originaux, et surtout les situations se répètent. Les situations concordent, les situations nous rapprochent de nos ancêtres, et c'est là qu'est intéressant le jugement, c'est là qu'est intéressant de savoir ce qu'ils ont fait. Et j'en viens directement au fait, c'est justement pour cela que j'ai écrit ce livre. Parce qu'après tout, comme me le répètent suffisamment mes détracteurs, je ne suis pas historien professionnel, loin de là. Je ne suis pas à l'université et je n'ai pas de légitimité pour eux. Et j'ai écrit ce livre justement pour leur répondre. Parce que justement, nous avons une école d'historiens, une université qui depuis 30 ou 40 ans
explique deux choses. La première, le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçon en histoire, que chaque événement est indépendant, qu'on ne doit pas tirer de leçons en histoire, c'est-à-dire qu'ils nous interdisent de penser l'histoire par rapport à aujourd'hui, alors que des générations précédentes d'historiens ne faisaient que raconter une histoire en fonction des problématiques d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous démontrerai après que c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Raconter une histoire qui soit en fonction des problématiques d'aujourd'hui, mais ils nous interdisent de faire de même. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pourquoi ça s'appelle Destin français, c'est parce qu'ils expliquent à longueur de colonnes, à longueur de cours dans les universités, à longueur de thèses, que la France, l'histoire de France n'existe pas. Et ils veulent absolument démontrer que l'histoire de France n'existe pas parce qu'ils ont bien compris que la France n'existait pas sans son histoire, que la France n'était pas une race, que la France n'était pas une ethnie, que la France n'était même pas à l'origine une langue, que la France n'est même pas une géographie, contrairement à ce qu'on croit. J'ai coutume de plaisanter avec certains de mes amis qui me prennent pour un fou. Pour moi, la France, ce n'est pas l'Hexagone. Pour moi, c'est l'empire de Napoléon de 1810, dans lequel il y avait l'Italie du Nord, l'Allemagne rhénane, la Belgique. Je dis d'ailleurs toujours à mes amis belges que pour moi, ils sont français, qu'ils ne sont belges que par le génie malsain des Anglais et de Talleyrand, et que donc pour moi, ils sont français. Donc vous voyez, on peut considérer que la France, ce n'est pas l'Hexagone. L'Hexagone, il faut bien que vous compreniez ça, c'est le produit d'une défaite française. C'est une géographie qui est le produit de la défaite française de 1815 et qu'on n'a jamais pu récupérer un territoire digne de nos ambitions et digne d'ailleurs des enjeux d'aujourd'hui. Mais c'est un sujet que je reprendrai après si ça vous intéresse. Deuxième raison donc pour laquelle j'écris une histoire de France, c'est parce que pour les historiens d'aujourd'hui, il y a soit le monde, histoire mondiale de la France, c'est-à-dire la France n'est rien, n'est que le jouet des interactions du monde, soit il s'arrête à des problématiques les plus microscopiques possibles. Par exemple, ils vont vous faire une thèse sur la théorie du genre en 1742 dans le Poitou. Et ça, évidemment, pour prendre un peu de distance et un peu de recul sur l'histoire de France, c'est un peu compliqué. Pourquoi font-ils ça? Ils font ça pour deux raisons. La première, qui est une raison légitime, c'est que la connaissance historique a tellement augmenté, les exigences scientifiques de l'histoire se sont tellement accrues que chacun est enfermé dans sa micro-science et dans sa micro-culture. Et donc, évidemment, il ne voit que des choses les plus petites parce qu'ils les approfondissent terriblement. Et puis, il y a une autre raison qui est beaucoup plus idéologique, qui est, je dirais, beaucoup moins légitime. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument montrer qu'il n'y a pas de France, que la France est une création artificielle, que la France est une création injuste même, inique, qui s'est bâtie sur le dos des victimes. Alors les victimes, c'est toujours les mêmes, c'est les vaincus, ce sont les femmes, ce sont les colonisés. La liste des victimes, elle est en libre service depuis 30 ans dans toutes les télévisions et dans tous les médias et dans toutes les universités. Vous la connaissez aussi bien que moi. Et donc, la France, c'est pas partie des victimes, elle fait partie des bourreaux. Et donc, il faut méthodiquement détruire cette histoire de France. Il faut méthodiquement montrer que tout ça n'existe pas. Il faut en vérité ridiculiser notre prétention à être une nation et une grande nation, comme disaient les Allemands au XIXe siècle. Et là, l'objectif de l'histoire est simple. Comme c'est l'histoire qui a fait la France, c'est l'histoire qui va défaire la France. Et leur ambition est énorme. Et leur ambition est en voie d'être réussie. Si vous regardez les livres d'histoire de vos enfants, des adolescents, c'est sidérant.
C'est absolument sidérant. Ouvrez un livre d'histoire encore des années 70 et ouvrez un livre d'histoire aujourd'hui de 4e, de 3e. C'est absolument impressionnant. D'abord, il n'y a plus grand-chose et surtout, l'histoire de France est noyée dans un ensemble qui doit répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un exemple que je donne toujours, qui est très simple. Pour l'histoire de la Révolution française, vous avez 2 pages sur Olympe de Gouges et vous avez ça sur Robespierre. Ça, c'est l'histoire de France moderne. Et pourquoi? Parce que Robespierre est un méchant, donc la prof va leur expliquer que c'est un méchant et un fou qui voulait tuer tout le monde. Et vous avez ensuite Olympe de Gouges. Pourquoi? Parce que c'est une grande héroïne féministe. Peu importe que tout le monde se foutait d'Olympe de Gouges en 1793. J'ai coutume de dire que Robespierre a dû la faire guillotiner sans même savoir qui c'était. Que pendant 1 siècle et demi, elle a absolument disparu de l'histoire de France. Que c'est Benoît de Groot, dans les années 60, une écrivaine, comme elle disait, qui l'a ressuscité et qui a inventé ce personnage comme un personnage de la Révolution française. Mais Danton, Robespierre, Mirabeau, se seraient bien marrés. Elle n'existait pas pour eux. Eux, les femmes qu'ils connaissaient, c'était soit les grandes duchesses, soit les tricoteuses qui surveillaient dans les assemblées pour qu'il y ait des condamnations à mort, soit la grande Théroigne de Méricourt qui avait été la plus féroce dans les massacres du 2 septembre. Ça, alors là, ils les connaissaient. Mais alors, Olympe de Gouges, la déclaration des droits des femmes, etc., rien. Mais vous avez bien compris que, peu importe, puisque nos historiens sont persuadés que l'histoire qu'on nous a appris dans le passé était une construction complètement artificielle pour inventer une nation française qui n'existait pas, ils se sentent tout à fait légitimes à leur tour, inventer une histoire qui corresponde aux problématiques d'aujourd'hui et à l'idéologie qu'ils veulent faire passer aujourd'hui. Et alors, ils vont vous expliquer que l'islam est à l'origine de la France autant que le catholicisme. Et ils vont vous inventer des histoires, ils vont vous expliquer que la bataille de Poitiers, ce n'était rien. Ah voilà, ça c'est la nouvelle trouvaille. La bataille de Poitiers, Charles Martel, tout ça, c'est de la rigolade. Bon, c'était comme ça, ils avaient le choix entre une partie de foot et une bataille, et ils ont choisi la bataille. Mais vraiment, franchement, il ne fallait pas les pousser pour qu'ils choisissent le terrain de foot. Hein. Ils vont vous expliquer que, de toute façon, il n'y a pas eu de vraie bataille et que les conquérants arabes étaient là pour piller et que, de toute façon, ils ont perdu parce qu'ils avaient trop de poids de leur pillage et qu'ils sont allés piller ailleurs. Ils oublient simplement de vous dire que c'est dans cette conception de la guerre, c'est-à-dire la guerre conçue comme un pillage, qu'ils ont conquis la moitié de la planète. Et que c'est comme ça qu'ils ont conquis l'Espagne, et c'est comme ça qu'ils ont conquis tout le sud de la France. C'était leur manière de conquérir. Et donc, quand Charles Martel les arrête, c'est un coup d'arrêt majeur. D'autant plus, et ça c'est un grand historien américain qui explique ça, Hamsun, qui explique que chaque civilisation a son mode de combat, et que le mode de civilisation occidentale est né avec les hoplites grecs qui, justement, ne pillaient pas et faisaient des affrontements solides, très durs, pour détruire l'adversaire. C'était le génie de l'Occident. Charles Martel, comme par hasard, a retrouvé dans cette bataille les fondamentaux de la Rome antique et des fondamentaux de la stratégie romaine. Donc vous voyez, une simple bataille, je vous raconte cette simple bataille pour montrer comment, d'une même bataille, on peut raconter 2 histoires différentes. Et, si vous voulez, moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire de France du point de vue français. C'est ça, en fait, le côté iconoclaste de ce livre, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis 40 ans. Ce n'est pas, non pas que la France ait tout fait bien, non pas que la France ait toujours réussi, loin de là, non pas qu'elle ait qu'un beau côté à présenter, non pas que j'invente, comme on me reproche, un nouveau roman national, avec le sous-entendu de roman comme invention. En fait, je vais vous dire, quand vous entendez quelqu'un reprocher le roman national,
ne vous leurrez pas. Ce qu'ils vous reprochent, ce n'est pas le roman, c'est le national. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est ça l'enjeu. Donc, non pas que j'invente un roman national, mais je raconte une histoire du point de vue français. C'est-à-dire que je ne raconte pas Napoléon du point de vue anglais, mais du point de vue français. Je ne vais pas raconter la guerre de 14-18 du point de vue allemand, mais du point de vue français. Je ne vais pas raconter la colonisation et la décolonisation du point de vue des colonisés, mais du point de vue français. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'on a toujours raison. Ça signifie simplement qu'il faut se réapproprier son histoire. Pourquoi faut-il se réapproprier son histoire? Car c'est la seule solution pour se réapproprier son pays, et c'est la seule solution pour qu'on se sente de nouveau français. Il y a, vous savez, une très jolie formule d'André Suarez, un grand écrivain malheureusement oublié aujourd'hui, et qui dit il y a deux types de Français, il y a les Français par l'esprit et il y a les Français par la chair. Et les Français par la chair, bon, ils sont là depuis des siècles, c'est simple, ils sont Français, ils ne se sont jamais posé de questions. Et puis il y a les Français par l'esprit qui viennent d'ailleurs. Et eux, auparavant, et j'en suis sans doute la dernière génération, on les rendait Français par l'histoire de France. C'est-à-dire qu'on s'appropriait les héros de l'histoire de France. Moi, j'ai grandi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être dans les batailles de Napoléon, je ne comprenais pas pourquoi il était allé en Russie, et je rêvais de lui dire « mais t'es fou, arrête-toi là !» Voilà, c'était ça avant. Et on regardait à la télévision Vidocq, on regardait les Schumeister, l'espion de l'empereur, c'était les séries qui vous racontaient encore plus l'histoire de France. Ça, c'était mon enfance. C'est comme ça qu'on devenait français, par l'histoire de France. Et aujourd'hui, justement, la grande bataille de l'histoire, c'est que les historiens estiment qu'il faut raconter à chacun l'histoire de ses origines. Alors on va raconter aux petits Arabes l'histoire du Maghreb, on va raconter aux petits Africains l'histoire des royaumes africains, on va raconter aux petits Asiatiques la glorieuse histoire de la Cochinchine avant la France et après la France, et on va leur expliquer que les Français ont été de méchants colonisateurs. Entre parenthèses, la plupart ne seraient pas nés s'il n'y avait pas eu la colonisation française, puisqu'ils mourraient tous comme tous les pays tellement pauvres c'est la France qui a apporté la médecine et qui a permis d'arrêter la mortalité infantile massive qu'on connaissait dans toutes les sociétés traditionnelles. Donc, mais à part ça, on va leur expliquer que la France a été un méchant colonisateur et qu'ils doivent récupérer leur culture. Ça, c'est leur meilleur moyen de désintégrer la France. Et c'est exactement ce qui a été réussi. C'est-à-dire que chacun estime qu'il est de son origine, de sa culture, de sa race, comme dit Ouria Bouteldia, et qu'il doit prolonger son histoire, y compris sur le sol français. Et que l'histoire de France n'est que l'histoire des Gaulois, n'est que l'histoire de ceux qui étaient là avant, et qui sont des salauds puisqu'ils nous ont colonisés. C'est ça exactement à quoi on est arrivé. Alors que l'histoire enseignée auparavant, je raconte dans mon introduction une phrase absolument extraordinaire d'Alfred Grosser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nom, c'était un historien qui comptait quand moi j'étais à Sciences Po et qui était très important. Et son père était allemand et son père avait été médecin dans l'armée allemande pendant la guerre 14. Donc vous voyez, il était du camp allemand. Et puis dans les années 20-30, il arrive à Paris, il devient français. Et dans les années 50, il fait un cours et il raconte l'histoire de la guerre 14. Et à un moment, en parlant des soldats français, il dit « nous ». Et là, il a un moment de réflexion, tout en continuant son cours. Il dit « je me disais, j'ai dit « nous » en parlant des soldats français, alors que mon père était en face. Assimilation parfaitement réussie. Napoléon est mon grand-père, et Jeanne d'Arc est mon aïeul, et Goethe n'est qu'un grand écrivain étranger. Ça, c'était l'assimilation française de l'ancien temps. Aujourd'hui, le même vous aurait dit « mais non, je suis allemand ». Et on vous aurait dit « mais tu as une carte d'identité française ». « Oui, mais ça fait rien, je continue d'être allemand ». C'est ça, les deux enseignements de l'histoire. C'est ça l'enjeu historique. Et
si vous voulez, cet enjeu historique est essentiel et majeur. Et vous avez bien compris, parce que les guerres d'historiens, on en a toujours eu dans l'histoire de France. On a eu, les plus anciens s'en souviennent, la lecture communiste de la Révolution et la lecture libérale, Furet et compagnie, de la Révolution. Avant, on avait eu la lecture monarchiste, le Grand Bainville, et puis la lecture républicaine, les Hollard, Mathiès, qui s'engueulaient en plus entre eux parce qu'il y en avait qui étaient dantonistes et les autres qui étaient robespierristes. Et puis avant, alors là c'est vraiment pour la petite histoire et c'est le plus amusant, sous l'Ancien Régime, on avait eu l'opposition entre les mérovingiens et les romanistes. Là, moi j'adore cette opposition, c'est-à-dire que les mérovingiens disaient que les aristocrates c'était les Francs et que le tiers-état c'était les Gaulois. Et que les privilèges des aristocrates venaient du fait qu'ils avaient été les vainqueurs 1000 ans plus tôt et que donc le tiers-état n'avait qu'une chose à faire, se taire. Et la monarchie française, très inquiète de cette division de la nation française, a fait monter au créneau des historiens romanistes qui ont expliqué, mais pas du tout, la France, c'est le descendant de Rome. C'est le descendant de Rome, de l'Empire romain. C'est d'ailleurs la thèse que je défends dans le livre. Je pense que la France, c'est Rome au carré, c'est-à-dire Rome, le catholicisme, et Rome, l'Empire romain. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de mon magnifique empire de 1810. Mais pour vous dire l'influence politique des guerres de l'histoire, vous savez très bien, pour les communistes et les libéraux, vous savez très bien que la lecture communiste a influencé des décennies de batailles politiques et d'enjeux politiques. Mais pour revenir à mes petits romanistes et mes petits mérovingiens, dès que la Révolution commence et qu'il y a un affrontement, évidemment, entre le tiers-état et les aristocrates, Sieyès dit « Mais si les aristocrates ne sont pas contents, qu'ils retournent dans leur forêt de Franconie. » 3 ans plus tard, ils sont tous sous la guillotine. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est qu'en France, les guerres d'historiens, ça finit par des guerres politiques. Et les guerres politiques, ça finit souvent par des guerres civiles. C'est une des grandes leçons que je tire de ce travail. C'est même terrifiant, en vérité, à quel point ça marche à chaque fois. Quelques mois avant la Révolution de 1848, Lamartine écrit une histoire des Girondins qui a un énorme succès, qui réveille la nostalgie de la Révolution, et c'est la Révolution de 48, et c'est Lamartine qui prend le pouvoir. On vit en France là-dessus. À chaque fois qu'il y a des combats d'historiens, qu'il y a des affrontements d'historiens, ça a des influences sur le combat politique ensuite, et très souvent, car on est le pays des guerres civiles, on est le pays des guerres de religion, ça finit en un vrai affrontement, les armes à la main. Et c'est pour ça que cet enjeu historique aujourd'hui, que j'essaye de vous expliquer avec des historiens qui nous disent qu'il faut que chacun continue l'histoire de ses origines, on voit bien où ça mène. Ça mène tout simplement à la désintégration française et avec des territoires avec des populations qui vont dire « mais moi, je ne veux pas poursuivre l'histoire de France. Moi, je veux pouvoir poursuivre une autre histoire. J'ai rien à faire avec ces gens-là. » Et c'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre la partition, comme dirait François Hollande. François Hollande lui-même l'a dit que ça finirait par une partition. Il faut bien comprendre que... Et ça, je pense, peut-être que je me leurre, je pense que ça a commencé dans la conception qu'on avait de l'histoire de France. Et je pense qu'on nous a changé l'histoire de France, et ça, en changeant l'histoire de France, on a changé l'avenir de la France. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre pour contrecarrer ça. Alors, vous savez, on est toujours, quand on écrit, entre l'humilité et l'orgueil démesuré. Humilité, on sait que ça ne servira pas à grand-chose, et l'orgueil démesuré, on croit qu'on va changer la face du monde en écrivant un livre. On est toujours entre ces deux approches et ces deux sentiments contradictoires. Et bon, j'espère que la balance penchera un peu vers une certaine utilité. En tout cas, merci de m'avoir écouté.